Mes parents n'ont pas remarqué que j'avais déménagé. Des années plus tard, mon père m'appelle pour exiger. Mon nom est Caleb Reynolds, j'ai 32 ans, et j'ai disparu de la vie de mes parents il y a 3 ans, sans un seul mot de leur part par la suite. Aucun appel pour vérifier si j'étais en vie, aucun texto pour demander où j'étais allé, rien. Le silence était assourdissant, mais pas surprenant. Après 2 décennies passées à être l'enfant oublié, hier, mon téléphone s'est allumé et le nom de mon père s'est affiché, son premier appel en 3 ans. Sa requête, il avait besoin de 50 000 $ pour les frais médicaux de ma mère. Avant de continuer mon histoire, dites-moi d'où vous m'écoutez et abonnez-vous si vous vous êtes déjà senti invisible aux yeux des personnes qui devraient vous aimer le plus. Ayant grandi à Brookline, une banlieue aisée de Boston, j'étais le fils aîné de William et Sandra Reynolds. Mon père a bâti son empire immobilier commercial à partir de rien, travaillant 16 heures par jour et n'attendant rien de moins que la perfection de sa famille. Ma mère, Sandra, maintenait notre statut social, organisant des galas de charité et des déjeuners au country club tout en gardant notre maison coloniale de 5 chambres impeccablement propre pour les visiteurs inattendus. Et puis il y avait ma sœur Heather, de 3 ans ma cadette et, d'une manière ou d'une autre, digne de toute l'attention que je désirais désespérément. Notre maison était une pièce de musée, plafond cathédrale, comptoir en marbre et une pelouse parfaitement entretenue, mais sur le plan émotionnel, elle était aussi stérile qu'un désert. J'avais ma propre chambre avec tout ce qu'un enfant pouvait désirer matériellement. Pourtant, je me sentais comme un fantôme hantant les couloirs plutôt que comme un fils appartenant à la famille. La seule personne qui me voyait vraiment, était mon grand-père Thomas. Le père de mon père n'avait rien à voir avec son fils. Lorsqu'il venait nous rendre visite le week-end, grand-père Thomas m'emmenait pêcher à l'étang communal. Ses mains burinées m'apprenaient patiemment à faire des nœuds de pêche. « Caleb, mon garçon », disait-il de sa voix rauque. « Il y a plus dans la vie que les salles de conseil et les comptes en banque. Trouve ce qui fait vibrer ton âme. » Il remarquait des choses chez moi que mes parents ne voyaient jamais. Quand j'avais 10 ans, il m'a offert mon premier appareil photo, un simple compact. Cela a enflammé ma passion pour la photographie. « Tu as l'œil, mon garçon », disait-il en examinant mes clichés d'enfance maladroits avec un intérêt sincère. « Tu vois des choses que les autres ne voient pas », ces mots ont planté des graines d'estime de soi qui ont survécu, d'une manière ou d'une autre, à l'ombre de l'indifférence de mes parents. Ce sentiment d'invisibilité a commencé très tôt. En 3e année primaire, j'ai ramené un bulletin avec que des A, me précipitant par la porte d'entrée, débordant de fierté. Maman était au téléphone, discutant des centres de table pour sa prochaine collecte de fonds. « C'est bien, chérie », dit-elle en couvrant le combiné pendant 3 secondes avant de retourner à son appel important. Papa est rentré à 21 h, sa mallette à la main, trop épuisé pour regarder le papier que je tenais depuis des heures. Au collège, j'avais appris que la réussite scolaire ne leur attirerait pas l'attention. J'étais constamment au tableau d'honneur, mais il manquait chaque cérémonie. À ma remise de diplôme de fin de collège, il y avait 2 sièges vides dans l'auditorium où mes parents auraient dû être. Urgence au travail, a expliqué papa plus tard, son téléphone vibrant de mails qu'il considérait plus important que mon événement marquant. Quand j'avais 14 ans, j'ai remporté le championnat d'échecs de l'État après des mois d'entraînement et de tournois. Grand-père Thomas était assis au premier rang, applaudissant bruyamment lorsque j'ai exécuté le coup gagnant. Mes parents ? Papa concluait une importante transaction immobilière à Chicago. Maman avait un conflit d'horaire avec son cours de tennis. Ma sœur Heather n'a jamais connu cette invisibilité. Ses récitals de danse justifiaient des réaménagements d'emploi du temps. Ses notes B+ recevaient des louanges effusives et des sorties pour manger une glace en guise de célébration. Quand elle a décidé d'essayer le football pendant exactement 3 semaines avant d'arrêter, mes parents ont assisté à chaque match. Mon père criait des encouragements depuis la ligne de touche comme si sa vie en dépendait. La photographie est devenue mon évasion. À travers mon viseur, je contrôlais ce qui était vu et ce qui ne l'était pas. Je passais des heures dans la chambre noire de l'école, hypnotisé par les images apparaissant dans les bains chimiques. À 16 ans, j'avais remporté plusieurs concours de photographie pour jeunes. Le centre communautaire local a accueilli ma première petite exposition. Grand-père Thomas est venu, amenant 3 amis pour admirer mon travail. Mes parents ont promis de passer mais ont envoyé un texto 1 heure après la fin de l'événement, un imprévu au travail. J'espère que ça s'est bien passé. L'université a été mon premier avant-goût de liberté. Le programme de photographie de l'université de Boston a mis au défi et affiné mes compétences. Loin de l'ombre de mes parents,
j'ai découvert que les gens m'appréciaient réellement. Je me suis fait des amis. Les professeurs louaient ma perspective unique. J'ai commencé à construire un portfolio, capturant la beauté brute du paysage urbain de Boston. Pendant ma 2e année, on a diagnostiqué un cancer du poumon avancé à mon grand-père Thomas. Chaque week-end, je prenais le bus pour lui rendre visite à l'hôpital alors que son état se détériorait. Mes parents passaient de temps en temps, mais leurs horaires chargés limitaient leurs apparitions. Dans ces dernières semaines, grand-père Thomas et moi avons eu une conversation que je n'oublierai jamais. « Caleb, dit-il, sa voix à peine un murmure. Tu as un don. Ne laisse personne te dire qu'il n'a pas de valeur, surtout pas ton père. » Il m'a serré la main avec une force surprenante. Je n'ai pas été le père dont William avait besoin. C'est peut-être pour ça qu'il n'est pas le père dont tu as besoin. Brise le cycle, mon garçon. 2 jours avant sa mort, il a mis à jour son testament. Lorsque l'avocat nous a réunis, j'ai appris que grand-père Thomas m'avait laissé 20 000 $. Ces modestes économies étaient spécifiquement destinées à ce que je poursuive cet œil que tu as. Mon père était visiblement mécontent, sa mâchoire se crispant face à ce qu'il percevait comme du favoritisme. Cet héritage est devenu le capital de départ pour ma future évasion. Bien que je ne le réalisais pas à l'époque. Alors que je terminais mon diplôme de photographie avec mention, je nourrissais encore l'espoir enfantin que mes réussites pourraient enfin me valoir l'approbation de mes parents. Certaines leçons prennent plus de temps à être apprises que d'autres. Après l'obtention de mon diplôme, je suis retourné temporairement chez mes parents. C'était en mai, le printemps de Boston chassant enfin l'hiver brutal. J'avais décroché plusieurs contrats de photographie en freelance et je tissais des liens dans le monde de la photographie commerciale. Malgré tout, une petite partie de moi désirait encore l'approbation de mes parents. Une faim qui ne semblait jamais diminuer, peu importe le nombre de fois où elle n'était pas satisfaite. Mon retour à la maison a immédiatement renforcé les anciens schémas. Maman avait conservé ma chambre exactement comme je l'avais laissée pour l'université. Non par sentimentalité, mais parce qu'elle n'avait tout simplement pas pensé à réaménager l'espace. Papa accusait réception de ma présence par de brefs hochements de tête tout en continuant ses appels téléphoniques. Heather, qui terminait alors son diplôme de commerce à Harvard, suivant les traces de papa bien sûr, captait toute l'attention chaque fois qu'elle rendait visite. 2 semaines après mon retour, j'ai reçu une nouvelle incroyable. Une grande marque de vêtements de plein air voulait m'embaucher pour une campagne publicitaire nationale. Le contrat s'élevait à 35 000 $ et pouvait potentiellement déboucher sur un travail continu. J'étais euphorique, faisant les 100 pas dans ma chambre, planifiant comment cela pourrait lancer ma carrière dans la photographie commerciale. Ce soir-là, ma mère a organisé un dîner de famille, chose qui arrivait rarement étant donné les emplois du temps chargés de chacun. Mon cœur s'est soulevé. C'était peut-être ma chance de partager ma nouvelle et de recevoir enfin la reconnaissance que je cherchais depuis des années. Je suis entré dans la salle à manger pour trouver mes parents et Heather déjà assis à notre table formelle en acajou. Maman avait préparé son fameux rôti de bœuf avec toutes les garnitures, un repas réservé aux grandes occasions. Le voilà, dit papa, levant brièvement les yeux de son téléphone. On allait commencer sans toi. Maman a passé les pommes de terre, son bracelet de tennis en diamant captant la lumière de notre lustre en cristal. Heather a une merveilleuse nouvelle à partager. Mon estomac s'est noué. Bien sûr, ce dîner n'était pas pour moi. Heather rayonnait, tendant sa main gauche pour montrer une énorme bague en diamant. Bradley m'a demandé en mariage. Nous nous marions en juin prochain. Mes parents ont éclaté de joie. Papa a ouvert une bouteille de champagne coûteuse qu'il avait apparemment gardée pour ce moment précis. Maman a essuyé des larmes, discutant immédiatement des lieux et des fleuristes potentiels. Les 20 minutes suivantes ont entièrement tourné autour des plans de mariage et de l'avenir prometteur de Bradley dans la société d'investissement de son père. Quand l'excitation initiale s'est calmée, je me suis raclé la gorge. J'ai aussi des nouvelles, ai-je dit, essayant de garder ma voix stable. Je viens de décrocher un contrat de photographie majeur avec Alpine Outfitté. C'est une campagne nationale. Maman m'a offert un sourire distrait. C'est bien, chérie. Papa n'a même pas levé les yeux en coupant sa viande. La photographie. Tu fais toujours ça, hein? Oui, papa. C'est ma carrière. C'est une opportunité décisive. Il a ricané, posant son couteau et sa fourchette. Une carrière, ça demande de la stabilité, Caleb. On construit quelque chose.
Ces petits boulots de photographe ne vont pas te faire vivre. Ce n'est pas petit. C'est 35 000 $ pour un seul projet. Papa a secoué la tête. Un chèque unique, ce n'est pas un plan de carrière. Quand vas-tu devenir sérieux? Le père de Bradley a des relations chez Morgan Stanley. Je pourrais passer un coup de fil. La piqûre familière du rejet m'a brûlé la poitrine. Je ne veux pas travailler chez Morgan Stanley. Je suis bon dans ce que je fais. Je construis quelque chose par moi-même. Prendre des photos, c'est un passe-temps, pas une profession, dit-il, sa voix prenant ce ton condescendant qu'il utilisait pour expliquer des vérités prétendument évidentes. Tu dois penser à ton avenir. Tu as presque 24 ans et rien de substantiel à montrer. J'ai regardé ma mère, espérant du soutien. Elle a esquissé un sourire mal à l'aise, sa réponse habituelle chaque fois qu'un conflit surgissait. Les pommes de terre refroidissent, a-t-elle dit, tentant de changer de sujet. Non, maman. Je veux en discuter. Ma voix s'est affermie. J'ai travaillé incroyablement dur pour en arriver là. Ce contrat pourrait mener à un travail commercial régulier. Heather examinait sa bague, clairement mal à l'aise, mais n'offrant aucun soutien. Le visage de papa s'est durci. Travailler dur. Tu n'en connais pas le sens. J'ai bâti mon entreprise à partir de rien. En travaillant 100 heures par semaine tout en subvenant aux besoins d'une famille. Prendre des photos artistiques de bâtiments et d'arbres, ce n'est pas du travail. Chaque mot atterrissait comme un coup physique. Tu n'as aucune idée de ce qu'implique ma photographie parce que tu n'as jamais pris la peine de la regarder. Pas une seule fois. Je n'ai pas besoin de la voir pour savoir que ce n'est pas une voie durable. Quand vas-tu grandir et arrêter de poursuivre des chimères? Quelque chose en moi s'est brisé. 23 ans à chercher l'approbation de quelqu'un fondamentalement incapable de la donner mon soudain semblait absurde. Toute ma vie, j'ai essayé de te rendre fier, ai-je dit, la voix tremblante. J'ai été au tableau d'honneur. J'ai gagné des championnats d'échecs. J'ai obtenu mon diplôme avec mention. Rien de tout cela n'a jamais été suffisant parce que tu n'as jamais pris la peine d'être là. Le visage de papa est devenu rouge de colère. Ne sois pas dramatique. Nous t'avons soutenu financièrement. Bien sûr, vous avez payé les factures, mais vous n'avez jamais été là. Pas une seule fois. Pas pour quoi que ce soit qui comptait pour moi. Nous t'avons donné tous les avantages, a interjeté maman, visiblement bouleversée par la confrontation. Sauf la seule chose dont j'avais réellement besoin, des parents qui se souciaient assez de moi pour me connaître. Papa a frappé la table de sa main, faisant cliqueter la vaisselle. Assez. Cette attitude ingrate est exactement la raison pour laquelle tu ne réussiras jamais. Tu blâmes les autres au lieu de prendre tes responsabilités. Je me suis levé, ma serviette tombant au sol. Je prends mes responsabilités en ce moment même en acceptant enfin que rien de ce que je fais ne comptera jamais pour vous. Je suis parti, mon dîner intact, et je suis allé directement dans ma chambre. Les mains tremblantes, j'ai sorti mes valises et j'ai commencé à emballer tout ce qui était important. Des larmes brouillaient ma vision alors que je rassemblais mon matériel photo, mes photographies et mes vêtements essentiels. La maison restait silencieuse. Personne n'est venu voir comment j'allais ou tenter une réconciliation. À minuit, ma voiture était chargée de tout ce qui comptait. Je me suis assis sur mon lit d'enfant une dernière fois, submergé par des émotions contradictoires, colère, tristesse, mais aussi un étrange sentiment de soulagement. Pendant des années, j'avais poursuivi une approbation qui ne viendrait jamais. Il était peut-être temps d'arrêter cette course impossible. J'ai envisagé de laisser un mot, mais j'ai réalisé qu'il resterait probablement non lu ou serait rejeté comme tout ce que j'avais déjà essayé de communiquer. À la place, j'ai retiré la clé de la maison de mon trousseau et je l'ai laissée sur le comptoir de la cuisine. Le lendemain matin, je suis parti en voiture avant que quiconque ne soit réveillé. J'ai fait le choix délibéré de ne pas dire à mes parents que je déménageais à l'autre bout du pays. Une petite partie blessée de moi se demandait combien de temps il leur faudrait pour remarquer que j'étais vraiment parti. La réponse, comme il s'est avéré, fut qu'ils ne l'ont jamais fait. La traversée du pays en voiture a duré 6 jours. Je ne m'arrêtais que pour la nourriture, l'essence et de brefs séjours dans des motels, mon esprit oscillant entre la panique face à ma décision impulsive et l'euphorie de ma nouvelle liberté. Chaque kilomètre d'autoroute mettait de la distance entre moi et des décennies de négligence émotionnelle. Seattle m'a accueilli avec sa bruine caractéristique, l'aspect Needle émergeant de nuages brumeux comme quelque chose d'un autre monde.
J'avais choisi la ville en partie pour sa scène artistique florissante et en partie parce qu'elle était littéralement aussi loin que je pouvais aller de Boston sans tomber dans l'océan Pacifique. Avec l'héritage de grand-père Thomas et mes économies, j'avais assez pour 3 mois de loyer et les dépenses de base tout en m'établissant professionnellement. J'ai trouvé un minuscule studio à Capitol Hill, un quartier animé rempli d'artistes, de musiciens et de travailleurs de la tech. Mon espace de vie entier faisait à peine 37 mètres carrés. Loin de la vaste demeure coloniale de mes parents, mais c'était à moi. Le premier mois a été brutal. J'ai envoyé d'innombrables emails à des studios de photographie locaux, des agences de publicité et des magazines. J'ai repensé le site web de mon portfolio, créé des cartes de visite et assisté à tous les événements de réseautage que je pouvais trouver. La plupart de mes efforts se sont heurtés au rejet ou au silence. La nuit, je restais éveillé, fixant le plafond, remettant en question ma décision, me demandant si mon père n'avait pas eu raison de dire que la photographie était un rêve insoutenable. 6 semaines plus tard, alors que mes fonds diminuaient, je me suis forcé à assister à un autre vernissage. Là, j'ai rencontré Jackson Wright, un autre photographe spécialisé dans la photographie d'architecture. Grand, avec des dreadlocks et un rire contagieux, Jackson m'a immédiatement mis à l'aise. « Côté, n'est-ce pas ? Je l'entends dans ta voix », a-t-il dit en me tendant un verre de vin bon marché. J'ai hoché la tête. Boston. J'ai déménagé ici il y a environ un mois. Sacré changement. Quelle est ta spécialité ? Je lui ai montré mon portfolio sur mon téléphone, y compris le travail pour Alpine Outfitter que j'avais terminé avant de partir. Jackson a sifflé. Tu as un talent fou, mec. Tu devrais rencontrer Emma Chen. Elle dirige la galerie Emerald City et est toujours à la recherche de nouvelles perspectives. Cette conversation a tout changé. Jackson est devenu mon premier véritable ami à Seattle, me présentant à Emma, une galeriste pragmatique avec un œil pour les talents commercialisables. Emma n'a pas mâché ses mots. Tes compétences techniques sont excellentes, mais ces images manquent de connexion émotionnelle, a-t-elle dit en feuilletant mon portfolio. Qu'est-ce que tu essaies de dire avec ton travail ? Sa question m'a hanté. Qu'est-ce que j'essayais de dire ? Pendant des années, la photographie avait été mon évasion, ma façon d'être vu quand ma famille regardait au-delà de moi, mais quelle était ma véritable voie artistique ? J'ai passé des semaines à explorer Seattle avec une nouvelle intention, photographiant non seulement ce qui était visuellement attrayant, mais ce qui remuait quelque chose en moi. J'ai capturé des adolescents sans abri sous un pont, leur visage à la fois endurci et vulnérable. J'ai photographié des couples âgés au Pike Place Market, leurs mains burinées entrelacées après des décennies ensemble. J'ai documenté le contraste entre la richesse de la tech et la pauvreté persistante alors que des condos de luxe surplombaient des campements de tentes. Quand j'ai montré mon nouveau travail à Emma, son expression a changé. Maintenant, tu dis quelque chose. Je peux les présenter dans l'exposition du mois prochain. Ma première exposition à Seattle a vendu 7 tirages. Le revenu n'a pas changé ma vie, mais la validation a été puissante. Les gens se connectaient à ma perspective, des inconnus voyaient de la valeur dans ma façon de voir le monde. Par l'intermédiaire de Jackson, j'ai rencontré Trevor Daniels, un entrepreneur de la tech qui avait besoin de photographies de produits pour le site web et les supports marketing de sa start-up. Le travail payait bien et m'a permis d'établir des contacts avec d'autres entreprises technologiques ayant besoin de contenu visuel. Ton souci du détail est exactement ce dont nous avions besoin, a dit Trevor, devenant un autre client régulier. Tu rends des produits technologiques ennuyeux presque sexy. Progressivement, j'ai constitué une liste de clients commerciaux tout en poursuivant mon travail artistique. J'ai transformé un coin de mon minuscule appartement en un studio improvisé, améliorant mon équipement au fur et à mesure que mes finances le permettaient. 6 mois après mon arrivée à Seattle, je gagnais assez pour payer le loyer et les factures sans puiser dans mes économies. Mon cercle social s'est élargi au-delà de Jackson, Emma et Trevor. Je me suis lié d'amitié avec les baristas de mon café habituel, d'autres créatifs dans les installations de chambres noires communautaires et des voisins de mon immeuble. Contrairement à mon existence invisible dans la maison de mes parents, les gens à Seattle remarquaient quand j'étais absent et prenaient de mes nouvelles s'ils ne m'avaient pas vu depuis un moment. Au début, les rencontres amoureuses étaient maladroites après des années passées à me concentrer uniquement sur ma carrière et à fuir ma situation familiale. 8 mois après mon arrivée à Seattle, j'ai rencontré Allison lors d'un atelier de photographie que j'animais dans un centre communautaire. Intelligente et directe, avec des cheveux courts et des yeux verts captivants,
elle travaillait comme scientifique de l'environnement et pratiquait la photographie en tant que hobby. Notre relation s'est développée naturellement. Les conversations passaient facilement des techniques de photographie à des sujets plus profonds. Lors de notre 5e rendez-vous, assis sur un banc surplombant Elliott Bay, Allison m'a interrogé sur ma famille. « Tu n'en parles jamais. Sont-ils toujours à Boston ?» La question m'a pris au dépourvu. J'étais devenu doué pour rediriger les questions personnelles, mais quelque chose chez Allison me donnait envie d'être honnête. « Ils sont à Boston, mais nous ne sommes pas en contact, » ai-je dit en regardant les ferries traverser l'eau. Je suis parti sans leur dire où j'allais. Ils n'ont jamais essayé de le savoir. Au lieu de la pitié que je craignais, Allison a simplement hoché la tête. La famille, c'est compliqué. Certaines personnes ont des parents, d'autres ont des donneurs d'ADN qui se trouvent les avoir élevés. Sa compréhension a fait sauter un verrou en moi. Pour la première fois, j'ai partagé l'histoire complète de mon enfance invisible, la recherche constante d'une approbation qui n'est jamais venue et mon évasion spontanée à travers le pays. Le plus fou, ai-je conclu, c'est que cela fait 11 mois et je n'ai reçu aucun appel, texto ou email me demandant où je suis ou si je vais bien. Allison m'a serré la main. C'est leur perte, totalement leur perte. Notre relation a duré 8 mois avant de se terminer à l'amiable quand Allison a accepté un poste de recherche en Australie. Bien que la rupture ait été douloureuse, elle manquait du rejet dévastateur que j'avais craint. Nous nous étions connectés authentiquement, nous nous étions respectés et nous nous étions séparés avec des vœux sincères, un modèle de relation saine que je n'avais jamais vu dans ma famille. Alors que ma 2e année à Seattle avançait, j'ai finalement admis que j'avais besoin d'une aide professionnelle pour traiter mon traumatisme familial. Trouver un thérapeute spécialisé dans les enfants adultes de parents émotionnellement négligents a été un autre tournant. Le docteur Karen Williams m'a aidé à comprendre que l'incapacité de mes parents à me voir n'était pas mon échec, mais le leur. Les enfants ne sont pas censés mériter l'amour de leurs parents, a-t-elle expliqué lors d'une séance particulièrement puissante. Ils devraient être donnés librement. Le fait que vous ayez continué à essayer témoigne de votre résilience, pas de votre inadéquation. Les séances de thérapie hebdomadaires m'ont aidé à reconnaître des schémas malsains. J'avais développé un perfectionnisme visant à plaire aux autres, un besoin constant de prouver ma valeur. J'ai appris à fixer des limites, à honorer mes besoins et à arrêter de m'excuser d'exister. À ma 3e année à Seattle, j'avais construit quelque chose de remarquable. Pas seulement une entreprise de photographie prospère, mais une vie remplie de liens authentiques. Les murs de mon appartement affichaient des photos de randonnées avec des amis, de célébrations d'anniversaire et de feux de camp sur la plage. La preuve visuelle que j'appartenais à quelque part, même si ce n'était pas à ma famille biologique. Parfois, la nuit, je me demandais encore si mes parents avaient déjà essayé de me retrouver. Une recherche rapide de mon nom en ligne mènerait directement au site web de ma photographie avec mes coordonnées. Mon adresse email n'avait pas changé. Le chemin pour me joindre existait s'ils avaient voulu l'emprunter. Ils ne l'ont jamais fait. 3 ans après mon évasion de Boston avant l'aube, ma vie à Seattle s'était complètement transformée. Mon entreprise de photographie, Reynolds Visual, occupait un petit mais élégant studio dans un entrepôt reconverti. J'avais engagé une assistante, Nicole, pour m'aider à gérer les demandes croissantes des clients. Mon travail commercial pour des entreprises technologiques, des restaurants et des commerces locaux me procurait un revenu stable, tandis que ma photographie artistique avait été présentée dans des magazines et des galeries régionales. Avec la stabilité financière sont venus d'autres changements. J'avais acheté un appartement d'une chambre avec vue sur le Puget Sound. Les baies vitrées offraient des couchers de soleil spectaculaires et une lumière naturelle parfaite. Mon espace de vie reflétait mon identité en évolution, des lignes épurées, des œuvres d'art significatives au mur, affichant non seulement ma photographie, mais aussi des souvenirs chéris avec ma famille choisie. Jackson est resté mon ami le plus proche, nos sorties photographiques hebdomadaires étant désormais une tradition sacrée. Emma continuait de présenter mon travail dans sa galerie et était devenue une conseillère de confiance. La start-up de Trevor avait connu une croissance exponentielle, et il me confiait régulièrement des contrats pour des campagnes promotionnelles majeures. Ce qui avait commencé comme des relations professionnelles s'était approfondi en de véritables amitiés remplies de soirées-jeux, de célébrations de vacances et de conversations à 2 heures du matin sur les grandes questions de la vie. « Tu sais ce qui est fou ?» a dit Jackson lors d'une de nos expéditions photo au Mont Rainier. « Quand tu es arrivé, tu étais ce type silencieux et intense qui évitait à peine le contact visuel. Maintenant, regarde-toi, un vrai pilier de la communauté. » Il n'avait pas tort.
La transformation me surprenait même moi. J'étais passé de quelqu'un qui cherchait désespérément la validation à quelqu'un à l'aise dans sa peau, capable de nouer des liens authentiques. Le développement le plus significatif de ma vie personnelle a été ma rencontre avec Maya. Elle m'avait interviewé pour un article dans le magazine Pacific Northwest Art. Ses questions réfléchies allaient au-delà des profils d'artistes typiques. Petite, avec des cheveux bouclés foncés et une curiosité de journaliste, Maya écrivait avec le même détail observateur que j'essayais de capturer en photographie. Notre interaction professionnelle a évolué en discussion autour d'un café sur les processus créatifs, puis en dîner explorant la scène culinaire de Seattle, et finalement en une relation qui semblait fondamentalement différente de toutes celles que j'avais connues auparavant. Tu remarques des choses que la plupart des gens manquent, m'a-t-elle dit un soir alors que nous préparions le dîner dans mon appartement. Ce n'est pas seulement ton œil de photographe. Tu fais attention parce que tu sais ce que ça fait quand personne ne le fait. Maya connaissait toute mon histoire. Contrairement à d'autres qui exprimaient choc ou pitié en apprenant ma situation familiale, elle l'a abordée avec une compréhension réfléchie. Ayant grandi avec un père qui était parti quand elle était jeune, elle comprenait les dynamiques familiales compliquées sans présumer que nos expériences étaient identiques. Mon entreprise étant florissante, j'ai commencé à encadrer de jeunes photographes, en particulier ceux issus de milieux défavorisés. Animer des ateliers le week-end dans des centres communautaires m'a apporté une satisfaction inattendue. Aider les adolescents à trouver leur voie visuelle, encourager les plus timides, ceux qui cherchent leur identité, c'était comme guérir une partie blessée de mon jeune moi. Tu es doué avec eux, a noté la directrice du programme après m'avoir vu travailler avec un élève particulièrement renfermé. Tu vois un potentiel qu'il ne soupçonne même pas encore. L'ironie ne m'a pas échappé. L'enfant invisible était devenu quelqu'un qui se spécialisait dans le fait de faire en sorte que les autres se sentent vus. Ma reconnaissance professionnelle a atteint de nouveaux sommets lorsque l'Association de la photographie du Nord-Ouest du Pacifique m'a décerné le prix du photographe commercial émerge de l'année. La cérémonie en cravate noire m'a semblé surréaliste alors que j'acceptais le trophée en verre, prononçant un bref discours pour remercier ma communauté de Seattle pour son soutien. Cette nuit-là, après le dîner de célébration avec des amis, je me suis assis seul sur mon balcon avec un étrange sentiment de vide au milieu de ma réussite. Malgré tout ce que j'avais construit, une petite partie de moi se demandait encore si mes parents se soucieraient de cette reconnaissance. Est-ce que ce serait enfin suffisant pour compter? Dans des moments de faiblesse, je cherchais ma famille sur Google. L'entreprise immobilière de mon père continuait de s'étendre en Nouvelle-Angleterre. Le nom de ma mère apparaissait dans les pages mondaines du Boston Globe, animant les mêmes événements caritatifs. Plus douloureusement, j'ai découvert via Instagram que Heather s'était mariée l'été précédent, une cérémonie somptueuse à l'hôtel du port de Boston à laquelle je n'avais pas été invité. Les photos montraient mes parents rayonnant aux côtés de la mariée, jouant leur rôle de famille parfaite pour les appareils photos et les invités. Personne ne m'avait contacté à propos de l'événement. C'était comme si je n'avais jamais existé. Lors de ma séance de thérapie hebdomadaire, j'ai partagé cette découverte avec le Dr Williams. Ça fait toujours mal, ai-je admis. J'ai construit cette vie incroyable, je me suis entouré de gens qui se soucient vraiment de moi, et pourtant, découvrir le mariage de Heather, c'était comme être effacé à nouveau. Cette douleur est légitime, a-t-elle dit. Construire une nouvelle vie n'efface pas la blessure légitime de votre famille d'origine. Le but n'est pas d'arrêter de ressentir cette douleur, mais de l'empêcher de contrôler vos choix. Je pensais que j'aurais surmonté ça maintenant. La guérison n'est pas linéaire, Caleb. Il y aura toujours des déclencheurs qui réactiveront d'anciennes blessures. La différence, c'est que maintenant vous avez des mécanismes d'adaptation sains et des systèmes de soutien. Elle avait raison. Au lieu de sombrer dans le doute, j'ai traité mes sentiments par la photographie, la thérapie et des conversations avec des amis de confiance. La douleur existait à côté de mon bonheur plutôt que de le détruire. À l'approche de mon 3e anniversaire de départ de Boston, Maya a suggéré une célébration. 3 ans à construire une vie selon tes propres termes mérite d'être reconnu, a-t-elle dit. C'est une étape importante. Nous avons organisé un petit rassemblement dans mon restaurant préféré sur Plombant-l'Eau. Jackson, Emma, Trevor et d'autres amis proches nous ont rejoints pour une soirée de bonne nourriture, de rire et de réflexion. À Caleb, a porté un toast Jackson, levant son verre. Qui a prouvé que la famille, ce sont ceux qui vous voient, pas ceux qui partagent votre ADN. Entouré de gens qui se souciaient sincèrement de mon bien-être, j'ai ressenti une profonde gratitude. J'avais créé ce que j'avais toujours désiré, un sentiment d'appartenance.
Je ne pouvais pas savoir alors que, exactement un jour après cette célébration, ma nouvelle vie soigneusement construite entrerait en collision avec le passé que j'avais laissé derrière moi. Le matin après la célébration de mes 3 ans à Seattle, j'examinais des épreuves de clients dans mon studio quand mon téléphone a vibré sur le bureau. En baissant les yeux, je me suis figé, la tasse de café suspendue en l'air. William Reynolds illuminait mon écran. Mon père appelait. Après 3 ans de silence complet, son nom est apparu comme s'il avait appelé la veille. Mon pouce est accéléré alors que des impulsions contradictoires se battaient en moi. Répondre immédiatement. Ignorer complètement. Lancer le téléphone à travers la pièce. À la 4e sonnerie, la curiosité professionnelle l'a emporté. Qu'est-ce qui pouvait bien motiver ce contact après si longtemps? Allô? Ma voix semblait étrangère à mes propres oreilles. Caleb. La voix de mon père était exactement comme je m'en souvenais, autoritaire, légèrement impatiente, avec cet accent distinctif de Boston que j'avais progressivement perdu pendant mes années dans l'Ouest. Je dois discuter d'une affaire importante avec toi. Pas de salutation. Pas de « comment vas-tu » Aucune reconnaissance de 3 ans de silence. Droit au but. Je suis surpris de recevoir ton appel, ai-je réussi à dire, luttant pour garder ma voix stable. Oui. Eh bien, les circonstances exigent ce contact. Il s'est raclé la gorge avec la même toux sèche dont je me souvenais des dîners d'enfance. Ta mère est malade. Un cancer. Ovarien, stade 3. La brutalité de l'annonce d'une nouvelle aussi bouleversante était si caractéristique de mon père que j'ai failli rire malgré la gravité de l'information. Presque. Je suis désolé d'apprendre ça, ai-je dit, le pensant sincèrement malgré tout. Comment va-t-elle? Les traitements standards ne donnent pas de résultats. Son oncologue a recommandé un protocole de traitement expérimental au Dana-Farber. L'assurance ne couvre pas les procédures expérimentales. J'ai attendu plus de détails émotionnels, comment ma mère faisait face, si elle avait demandé de mes nouvelles. Rien n'est venu. Ça doit être difficile, ai-je suggéré. En effet. Le traitement coûte 230 000 $. Nous avons liquidé certains actifs, mais les frais médicaux ont déjà été substantiels. Le véritable but de la conversation est soudain devenu clair. Ma prise sur le téléphone s'est resserrée. Je vois, ai-je dit, une politesse professionnelle masquant la tourmente intérieure. Et tu appelles parce que nous avons besoin de 50 000 $ pour garantir sa place dans le programme de traitement. J'attends de toi que tu contribues. Pas, je demande, pas, je sollicite, j'attends. Tu ne m'as pas contacté depuis 3 ans, ai-je dit prudemment. Pas un seul appel pour voir si j'étais en vie après mon départ. Pas un seul message pour demander où j'étais allé ou pourquoi. Et maintenant, tu exiges de l'argent. Un lourd soupir a traversé les lignes téléphoniques d'Eon West. Il ne s'agit pas de ressasser des désaccords familiaux, Caleb. Ta mère a besoin d'un traitement. En tant que son fils, tu as une responsabilité. Une responsabilité, ai-je répété le mot, au goût amer. Concept intéressant venant de toi. Ce n'est pas le moment pour un ressentiment puéril. Sa voix s'est durcie. Quels que soient les griefs que tu penses avoir, cela ne change pas le fait que Sandra est ta mère. C'est elle seulement que tu m'appelles? Une pause révélatrice. Elle se concentre sur sa santé en ce moment. Donc, c'est non. Caleb, c'est littéralement une question de vie ou de mort. 50 000 $. Tu as établi ton entreprise de photographie. Tu peux sûrement contribuer à sauver la vie de ta mère. La supposition immédiate que j'aurais 50 000 $ disponibles et que je devrais les donner sans poser de questions incarnait tout ce qui concernait notre relation. Aucun intérêt pour ma situation réelle. Aucune reconnaissance des dommages relationnels survenus. Juste une demande transactionnelle d'un parent à un enfant. Je dois y réfléchir, ai-je dit, mon esprit tournant à toute vitesse. Il n'y a pas de temps pour une délibération prolongée. Nous devons garantir la place de traitement d'ici jeudi. 2 jours? Tu me donnes 2 jours pour décider après 3 ans de silence. Le cancer n'opère pas selon ton calendrier préféré, a-t-il rétorqué. Nous non plus. J'ai pris une profonde inspiration, essayant de me recentrer. Je vais y réfléchir et je te rappellerai. J'attendrai ton appel d'ici jeudi midi. Nous parlons de la vie de ta mère, Caleb. Souviens-toi de ça.
La communication a été coupée. Pas d'au revoir, pas de détails supplémentaires sur l'état de ma mère ou les options de traitement. Juste une demande et une date limite. J'ai posé mon téléphone, les mains tremblantes, puis j'ai titubé jusqu'à la salle de bain où j'ai vomi mon petit déjeuner dans les toilettes. Agenouillé sur le sol car il est froid, j'ai essayé de comprendre ce qui venait de se passer. Ma mère avait un cancer grave. Malgré tout, cette nouvelle m'a durement frappé. Indépendamment de son absence émotionnelle tout au long de mon enfance, la pensée de sa souffrance physique a provoqué une profonde douleur dans ma poitrine. Mais la façon dont mon père avait abordé la situation, le manque total de reconnaissance de notre éloignement, l'absence de toute connexion humaine, la demande financière immédiate m'ont laissé sous le choc, en colère et confus. J'ai annulé mes rendez-vous restants de la journée, prétextant une maladie soudaine qui n'était pas entièrement fausse. En rentrant chez moi, hébété, j'ai appelé Maya dès que je suis arrivé à mon appartement. Mon père vient d'appeler, ai-je dit quand elle a répondu, ma voix se brisant. Après 3 ans de silence absolu. J'arrive, a-t-elle dit immédiatement. Donne-moi 20 minutes. En attendant, j'ai fait les 100 pas dans mon salon. 3 ans de stabilité soigneusement construite me semblaient soudain précaires. La ligne d'horizon de Seattle par ma fenêtre semblait appartenir à une autre vie, une qui existait avant que cet appel ne me ramène de force dans l'orbite de ma famille. Maya est arrivée avec de la nourriture à emporter que je ne pouvais pas manger et une présence calme dont j'avais désespérément besoin. J'ai raconté la conversation mot pour mot, sa formation de journaliste évidente dans son écoute attentive sans interruption. 50 000 $, c'est beaucoup d'argent, a-t-elle finalement dit. Les as-tu de disponibles? La question a percé mon tumulte émotionnel pour atteindre la réalité pratique. Entre mon compte professionnel, mes économies personnelles et mes investissements, oui, je pouvais y accéder. Mais cela anéantirait essentiellement tout ce que j'avais construit financièrement. Elle a hoché la tête, digérant cela. Et si c'était quelqu'un d'autre qui te le demandait, quelle serait ta réponse? Si c'était un ami atteint de cancer ayant besoin d'un traitement, je l'aiderais probablement si je le pouvais. Mais ce n'est pas n'importe qui, a dit doucement Maya. C'est la famille qui n'a pas remarqué ou ne s'est pas soucié de ta disparition pendant 3 ans. Jackson et Trevor sont arrivés 30 minutes plus tard, répondant à mon SOS par texto avec de la bière et une amitié solide. Au cours de la soirée, Emma a rejoint notre session de soutien improvisée. Il te manipule, a dit Jackson sans détour après avoir entendu l'histoire. Il utilise la maladie de ta mère comme levier sans aucune reconnaissance de la rupture de votre relation. Mais si elle a vraiment besoin du traitement, ai-je rétorqué, le conflit me déchirant. Pourrais-je vivre avec moi-même si je refuse et que quelque chose lui arrive? Tu peux aider sans être manipulé, a suggéré Trevor. Peut-être proposer de payer directement le centre médical plutôt que de donner de l'argent à ton père. Ou poser des conditions, a ajouté Emma. S'ils veulent une aide financière, elle doit être assortie d'exigences pour reconstruire la relation. Alors que mes amis offraient leurs perspectives, mon téléphone a vibré avec un texto de mon père, je t'ai envoyé par email le rapport du médecin et les détails du traitement. Examine-les avant de prendre ta décision. L'approche clinique et impersonnelle continuait. Aucune connexion émotionnelle, juste des détails commerciaux, comme si nous négocions une transaction immobilière plutôt que de discuter du traitement du cancer de sa femme. Après le départ de mes amis, je suis resté seul sur mon balcon jusqu'à l'aube, regardant les lumières de la ville se refléter sur le Puget Sound pendant que mon esprit voyageait à 5000 km à l'est, vers Boston. La distance que j'avais mise entre moi et ma famille semblait soudain à la fois vaste et inadéquate. Le lendemain matin, les yeux rouges par manque de sommeil, j'ai examiné les documents médicaux que mon père avait envoyés. Les détails confirmaient ce qu'il m'avait dit, cancer de l'ovaire de stade 3, traitements standards inefficaces, un protocole d'immunothérapie expérimentale offrant un espoir potentiel. Les coûts estimés correspondaient à ces chiffres. La date limite pour garantir une place de traitement était bien dans 2 jours. J'ai tout transféré à Maya, dont les compétences de recherche journalistique surpassaient les miennes. Tout semble en ordre, a-t-elle confirmé après quelques appels. Le Dana-Farber est un établissement légitime. Le médecin existe, et ce protocole de traitement est réel. Les taux de réussite sont prometteurs pour les patientes qui n'ont pas répondu aux interventions standards. Une fois la base factuelle confirmée, j'ai dû faire face à la complexité émotionnelle de ma décision. J'avais l'argent. Ma mère avait besoin du traitement. En surface, cela semblait simple.
Mais rien dans les dynamiques familiales n'est jamais simple. Je dois les voir en personne, ai-je réalisé à voix haute lors d'un appel tardif avec Maya. Je ne peux pas prendre cette décision sur la base d'un appel froid et de documents cliniques. Es-tu sûr que c'est sage? L'inquiétude transparaissait dans sa voix. Les voir pourrait rouvrir des blessures qui ont à peine commencé à cicatriser. Ces blessures ne se sont jamais refermées, Maya. Elles ont juste été pensées avec de la distance. Après une nuit agitée à peser le pour et le contre, j'ai pris ma décision. J'ai réservé un vol de nuit pour Boston, partant le soir même, j'ai reprogrammé des rendez-vous clients et j'ai demandé à Nicole de s'occuper des affaires essentielles du studio pendant mon absence. Je vais à Boston, ai-je dit à Maya quand elle est venue me conduire à l'aéroport. J'ai besoin de voir la situation de mes propres yeux avant d'engager 50 000 $. Elle m'a serré fort dans ses bras avant que je ne passe la sécurité. Souviens-toi de qui tu es maintenant, pas de qui tu étais dans cette maison. Appelle-moi à toute heure, jour ou nuit. Le vol de 5 heures m'a donné le temps de me préparer mentalement, en revoyant les conversations avec le Dr Williams sur le maintien des limites face à des membres de la famille difficiles. J'ai répété ce que je dirais, comment je répondrais à une manipulation potentielle, et quand je devrais partir si nécessaire. En atterrissant à l'aéroport Logan à 7 heures du matin, heure de l'Est, j'ai senti le poids de l'humidité que Seattle n'a jamais eu. Après avoir récupéré une voiture de location, j'ai emprunté des routes familières à travers le trafic matinal en direction de Brookline, ma mémoire musculaire me guidant à travers des quartiers que je n'avais pas vus depuis 3 ans. La maison coloniale de mes parents était exactement la même. Aménagement paysager impeccable, volets fraîchement peints, le drapeau américain flottant parfaitement près de la porte d'entrée. Je suis resté assis dans ma voiture de location pendant 15 minutes, rassemblant mon courage avant d'approcher la maison que j'avais fui dans l'obscurité 3 ans plus tôt. Le carillon de la sonnette n'avait pas changé. Des pas se sont approchés, puis la porte s'est ouverte pour révéler ma mère. Sandra Reynolds avait toujours été impeccablement soignée, cheveux colorés et coiffés mensuellement, maquillage appliqué avec précision, vêtements des plus belles boutiques de Boston. La femme devant moi maintenait ses standards, mais le cancer avait laissé des marques indéniables. Ses pommettes étaient saillantes sur des joues plus minces. Ses vêtements de créateur flottaient sur sa silhouette. Mais le plus frappant a été l'éclair d'émotion sincère, choc, confusion, peut-être même joie qui a traversé son visage avant que son masque social ne se remette en place. « Caleb » a-t-elle dit, sa main voletant vers son col. « Nous ne t'attendions pas, je sais » ai-je simplement répondu. « Puis-je entrer » Elle a reculé automatiquement, l'entraînement social l'emportant sur les sentiments compliqués que mon apparition déclenchait. « Bien sûr. Ton père est dans son bureau. » La maison sentait la même chose, le produit pour meubles au citron et les notes florales légères du parfum signature de ma mère. Des photos de famille bordaient le mur de l'entrée. Mes parents à des événements caritatifs, la remise de diplôme de Heather, son mariage. J'ai immédiatement remarqué que les photos m'incluant avaient été retirées. Mon existence avait été effacée du récit familial. Mon père est sorti de son bureau, s'arrêtant brusquement en me voyant dans le hall. William Reynolds avait vieilli depuis la dernière fois que je l'avais vu. Le gris dominait ses cheveux autrefois foncés et des rides de stress creusaient des sillons plus profonds autour de sa bouche. « Tu aurais pu appeler pour dire que tu venais » a-t-il dit, omettant toute salutation. « Comme tu as appelé pour me dire que maman avait le cancer » ai-je rétorqué. « Avant d'avoir besoin d'argent. » Sa mâchoire s'est crispée. « Je vois que Seattle n'a pas amélioré ton attitude. » En fait, Seattle a tout amélioré dans ma vie, y compris ma compréhension de ce à quoi ressemblent des relations saines. Ma mère est intervenue, son malaise face au conflit évident dans son expression pincée. Discutons de cela dans le salon. Je vais faire du café. Le salon formel restait une pièce d'exposition plutôt qu'un espace de vie, des meubles de couleur crème qui décourageaient la détente, des œuvres d'art sélectionnées pour leur valeur d'investissement plutôt que pour leur résonance émotionnelle. Je me suis perché sur le bord d'un fauteuil inconfortable pendant que mes parents prenaient leurs places habituelles sur le canapé. « Tu as l'air en forme » a offert ma mère timidement, posant un service à café en argent sur la table. « Merci. Toi aussi, compte tenu des circonstances. » J'ai fait une pause. « Je suis désolé pour ton diagnostic. » Elle a hoché la tête, ses mains s'affairant avec les tasses à café. « Ça a été difficile. Les traitements standards étaient assez pénibles. J'ai examiné les informations médicales que papa a envoyées, ai-je dit.
Le protocole expérimental semble prometteur. C'est pourquoi nous devons agir vite, a interjeté mon père. As-tu pris une décision concernant les fonds? Son retour immédiat à l'argent sans aucune tentative de reconnexion a confirmé mes soupçons sur cette réunion. Je n'étais pas un fils rentrant à la maison. J'étais une ressource financière potentielle. J'ai d'abord des questions, ai-je dit en maintenant le contact visuel. Pourquoi ne m'avez-vous pas contacté lorsque maman a été diagnostiquée initialement? L'expression de mon père s'est durcie. C'est toi qui es parti sans un mot. J'ai laissé ma clé sur le comptoir de la cuisine et je suis parti en plein jour. Je n'ai pas changé de numéro de téléphone ni de mail. Mon site web contient mes coordonnées depuis des années. Vous n'avez jamais essayé de me joindre. Nous pensions que tu voulais de l'espace, a dit doucement ma mère. Pendant 3 ans? Sans vérifier une seule fois si j'étais vivant ou mort? L'enfant blessé en moi a refait surface malgré mes préparatifs. M'avez-vous même cherché? Un silence inconfortable a rempli la pièce. Nous savions que tu étais à Seattle, a finalement admis mon père. Ta tante a mentionné avoir vu ton site de photographie en cherchant un photographe pour son entreprise. Donc, vous saviez où j'étais depuis le début. Tu as fait le choix de partir, a-t-il dit sur la défensive. Nous avons respecté cette décision. Ce n'était pas du respect, papa. C'était de l'indifférence. J'ai posé mon café intact. Qu'avez-vous dit au reste de la famille à propos de mon absence? Sur la raison pour laquelle je n'étais pas au mariage de Heather? Un autre silence révélateur. William, a incité doucement ma mère. Il mérite de savoir. Mon père s'est agité, mal à l'aise. On a dit aux membres de la famille que tu étais concentré sur la construction de ton entreprise à Seattle et que tu ne pouvais pas venir. C'est partiellement vrai, ai-je reconnu. Mais ça omet le fait que je n'ai pas été invité ni même informé du mariage. Heather pensait que tu ne voudrais pas venir, a expliqué faiblement ma mère. L'a-t-elle pensé, ou lui a-t-on dit ça? La sonnette a interrompu notre conversation de plus en plus tendue. Mon père s'est levé, visiblement soulagé par la diversion. Ce doit être le docteur Phillips pour ton rendez-vous, Sandra. Au lieu de cela, la voix de Heather a résonné depuis le hall. Maman, papa, la porte était déverrouillée, alors je suis juste. Elle s'est arrêtée net en entrant dans le salon, ses yeux s'écarquillant à ma vue. Ma sœur avait l'air différente, plus soignée dans sa tenue professionnelle, son alliance brillant à son doigt, ses cheveux coiffés différemment de ceux dont je me souvenais. Caleb, s'est-elle exclamée. Qu'est-ce que tu fais ici? J'apprends des faits familiaux intéressants, ai-je répondu, essayant d'empêcher l'amertume de colorer mon ton. Comme, apparemment, j'étais trop occupé pour assister à ton mariage, plutôt que simplement non invité. Ses yeux ont filé vers nos parents. Tu es ici pour le traitement de maman. Papa a appelé hier, exigeant $50 000. Premier contact en 3 ans. L'expression de Heather est passée du choc à quelque chose d'indéchiffrable. Il t'a appelé hier? Mais maman est malade depuis 8 mois. Cette révélation m'a frappé comme un coup de poing. 8 mois. Et c'est la première fois que j'en entends parler. Mon père est intervenu. Heather, ce n'est pas le moment. Quand est-ce le moment, papa, a-t-elle défié, me surprenant par sa franchise. Après le traitement de maman? Après 3 autres années à prétendre que Caleb n'existe pas? La dynamique familiale que je me rappelais n'incluait pas Heather tenant tête à notre père. Quelque chose avait changé pendant mon absence. Je ne suis pas venu pour une séance de thérapie familiale, ai-je dit, me recentrant. Je suis venu pour comprendre la situation avant de prendre une décision financière. Alors comprends ceci, a dit Heather en posant son sac à main. Maman a besoin du traitement. C'est réel. Mais il y a plus que ça dans l'histoire. Le visage de mon père est devenu rouge de colère. Heather, assez. Elle l'a ignoré, s'adressant directement à moi. Ils ont dépensé de manière extravagante malgré les factures médicales. Papa a acheté une nouvelle Mercedes le mois dernier. Ils ont rénové la salle de bain principale. Maman va toujours au salon de coiffure toutes les semaines. Nous avons des apparences à maintenir, s'est défendu mon père. Dans mon entreprise, la perception compte. Plus que la santé de maman? Plus que d'être honnête avec Caleb? Ma mère restait silencieuse, les yeux fixés sur sa tasse de café. Est-ce vrai?
Lui ai-je demandé directement. Y a-t-il des ressources financières qui pourraient être dirigées vers ton traitement au lieu d'articles de luxe? Sa réponse était à peine audible. William gère nos finances. Ta mère n'a pas besoin de se soucier des questions d'argent pendant sa maladie, a déclaré fermement mon père. Je me suis levé, ayant besoin de distance physique. Laissez-moi comprendre. Vous saviez où j'étais depuis des années, mais vous ne m'avez jamais contacté. Maman est malade depuis 8 mois, mais vous n'avez appelé qu'hier, quand vous aviez besoin d'argent. Et malgré le fait que vous prétendiez avoir des difficultés financières, vous continuez à dépenser pour des articles de luxe tout en me demandant de contribuer avec mes économies pour le traitement médical. L'expression de mon père a tout confirmé sans mots. Il y a plus, a dit doucement Heather. Le traitement n'est pas aussi urgent qu'ils l'ont laissé entendre. Le médicament actuel de maman stabilise le cancer. Le protocole expérimental est recommandé, mais pas de manière immédiate, vitale. Tu as parlé à ces médecins dans mon dos, a accusé mon père. Je suis allé à son dernier rendez-vous, a rétorqué Heather. Quelqu'un devait poser les questions que vous ne posiez pas, la dynamique familiale avait clairement changé pendant mon absence. Heather avait trouvé sa voie. Peut-être grâce au mariage ou à la simple maturité. Pourquoi m'as-tu vraiment appelé, ai-je demandé directement à mon père. Parce qu'il ne semble pas que ce soit réellement pour la survie immédiate de maman. Sa mâchoire a travaillé en silence avant qu'il ne réponde. Le ralentissement du marché a affecté certains investissements temporairement. Le traitement est cher et tu as des ressources. Des ressources que j'ai construites entièrement seul, grâce à la carrière que tu as rejetée comme un passe-temps. Ma mère a finalement pris la parole. Caleb, je suis malade. Le traitement est réel. Mais elle a hésité, jetant un regard à mon père. Peut-être que le calendrier a été présenté de manière plus urgente que nécessaire. Sandra, a prévenu mon père. Non, William. Sa voix s'est légèrement renforcée. J'en ai assez des faux semblants. De tout ça. Elle s'est tournée vers moi. Nous avons fait beaucoup d'erreurs avec toi, Caleb. La pire a été de te laisser disparaître de nos vies sans nous battre pour t'y garder. La simple reconnaissance, la première que j'ai jamais reçue, m'a momentanément stupéfié. Ce n'est pas productif, a interrompu mon père. La question demeure, vas-tu contribuer au traitement de ta mère ou non? J'ai regardé mes parents, la colère défensive de mon père, la résignation épuisée de ma mère, et j'ai trouvé de la clarté dans leurs réponses contrastées. Je vais aider pour le traitement de maman, ai-je finalement dit, mais pas à vos conditions. Le silence qui a suivi ma déclaration était électrique. L'expression de mon père est passée rapidement du soulagement à la suspicion. Qu'est-ce que ça veut dire, pas à mes conditions, a-t-il demandé prudemment. Je me suis redressé, puisant dans 3 ans d'indépendance et de thérapie pour maintenir ma résolution. Ça veut dire que je suis prêt à contribuer financièrement au traitement de maman, mais avec des conditions qui protègent à la fois sa santé et mes limites. Des conditions, sa voix s'est élevée avec indignation. Ce n'est pas une négociation commerciale, Caleb. En fait, si. Vous en avez fait une en m'approchant uniquement pour une aide financière après des années de silence. Alors, voici mes conditions. J'ai exposé mes conditions, clairement, en regardant le visage de mon père s'assombrir à chaque point. Premièrement, je paierai directement le centre médical, je ne vous transférerai pas d'argent. Je veux la confirmation que chaque dollar va au traitement de maman. C'est insultant, a-t-il objecté. Deuxièmement, ai-je continué, ignorant son interruption, si nous rétablissons le contact en tant que famille, nous le faisons correctement. Cela signifie une thérapie familiale avec un professionnel spécialisé dans l'éloignement et la réconciliation. Ma mère a légèrement hoché la tête, me surprenant par son accord apparent. Troisièmement, une transparence totale sur la situation médicale de maman à l'avenir. Je veux être inclus dans les discussions avec les médecins sur les options de traitement et les rapports de progression. Heather s'est assise à côté de moi, une démonstration de soutien silencieuse qui signifiait plus qu'elle ne pouvait l'imaginer. Et enfin, je veux que vous reconnaissiez tous les deux que ce qui s'est passé dans cette famille n'était ni normal ni sain. Ma disparition n'était pas la rébellion d'un fils, mais une réponse à des années de négligence émotionnelle. Mon père s'est levé brusquement. C'est ridicule. Nous t'avons tout donné. Sauf ce qui comptait vraiment, ai-je interrompu. Vous m'avez donné des choses, pas de la présence, pas de l'attention, pas de l'amour. William, a dit doucement ma mère.
Il a raison. La simple validation de sa part, si longtemps retenue, a eu l'effet d'un poids physique qu'on m'enlevait des épaules. Sandra, tu ne peux pas sérieusement. Je le peux et je le fais, a-t-elle dit, sa voix trouvant une force inattendue. Le cancer a une façon de clarifier les priorités. J'ai passé des mois en traitement avec rien d'autre que du temps pour réfléchir à ma vie et à mes regrets. Elle m'a regardé droit dans les yeux. Ne pas voir qui tu étais vraiment, ne pas me battre pour notre relation. C'est mon plus grand regret, Caleb. Le visage de mon père est devenu rouge de colère, ou peut-être de gêne. Cette démonstration émotionnelle ne change pas les réalités financières. Non, ai-je convenu. C'est vrai. Mais ça change la façon dont nous allons de l'avant. Ce sont mes conditions. À prendre ou à laisser. Un silence tendu a rempli la pièce. Finalement, mon père a parlé avec un contrôle minutieux. Le centre médical a besoin des informations de paiement d'ici demain. Je t'enverrai les coordonnées. Ce n'était pas une acceptation, mais c'était un acquiescement, quelque chose que je n'avais jamais vu de sa part. Je ferai les arrangements, ai-je confirmé. Et je trouverai un thérapeute familial spécialisé dans l'éloignement. J'attends de vous deux que vous assistiez à la première séance avant que je ne retourne à Seattle. J'y serai, a promis doucement ma mère. Mon père a donné un bref hochement de tête, ne s'engageant ni ne refusant catégoriquement. Heather m'a raccompagné lorsque notre douloureuse réunion de famille s'est terminée. Sur le porche, loin de nos parents, elle a parlé franchement. J'aurais dû te contacter, a-t-elle admis. Après ton départ, les choses étaient tendues, puis c'est devenu plus facile de maintenir le silence. Je suis désolé, Caleb. Nous avons tous joué les rôles familiaux qui nous étaient assignés, ai-je dit. Tu étais l'enfant modèle. J'étais l'invisible. Briser ces schémas n'est pas facile. Elle m'a serré dans ses bras, timidement. Je me suis marié sans mon frère. Ce sera toujours mal, peu importe les circonstances. Peut-être que nous pouvons construire quelque chose de nouveau à l'avenir, ai-je suggéré. Quelque chose de plus sain que ce que nous avions avant. J'aimerais ça, a-t-elle dit, les yeux brillants de larmes non versées. En rentrant à Seattle le lendemain, je me sentais étrangement en paix malgré la turbulence émotionnelle de ma visite à Boston. J'avais honoré mes propres limites tout en faisant preuve de compassion, un équilibre que je n'aurais pas pu gérer 3 ans plus tôt. Fidèle à ma parole, j'ai organisé le paiement directement au Dana-Farber pour le traitement de ma mère. J'ai cherché et trouvé un thérapeute spécialisé dans l'éloignement familial, programmant notre première séance pour le mois suivant. Et j'ai maintenu des contacts réguliers sur les progrès médicaux de ma mère, parlant directement avec ses médecins lorsque c'était approprié. La participation de mon père à la reconstruction de notre relation est restée réticente et minimale. Certains schémas sont trop profondément ancrés pour changer facilement. Mais ma mère a montré une volonté surprenante d'examiner son rôle dans notre dysfonctionnement familial. Lors de notre 3e séance de thérapie, menée par vidéoconférence avec moi à Seattle et mes parents à Boston, elle a eu une prise de conscience qui m'a mis les larmes aux yeux. On m'a élevé en croyant que subvenir matériellement aux besoins des enfants suffisait, a-t-elle expliqué. Ma propre mère était pareille, distante, correcte, axée sur les apparences. Je ne me suis jamais demandé s'il y avait une autre façon d'être parent jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Elle a regardé directement la caméra. Je suis tellement désolé, Caleb. Tu méritais d'être vu et célébré, pas seulement logé et nourri. 6 mois après l'appel inattendu de mon père, je suis retourné à Boston pour une visite de suivi. Le traitement de ma mère montrait des résultats prometteurs. Son énergie s'était améliorée et son poids se stabilisait. Nous avons déjeuné seuls dans un petit café près de l'hôpital. Notre première conversation en tête-à-tête de toute notre relation, peut-être. Le médecin dit que tes marqueurs de cancer s'améliorent, ai-je noté en attendant nos plats. Elle a hoché la tête. Le traitement que tu as aidé à obtenir fonctionne mieux que prévu. Mais ce n'est pas pour ça que je voulais te voir aujourd'hui. Elle a sorti une enveloppe de son sac et l'a fait glisser sur la table. Mon nom était écrit sur le devant de sa main élégante. Qu'est-ce que c'est, ai-je demandé. Quelque chose que j'aurais dû dire il y a des années, mais je ne savais pas comment. S'il te plaît, lis-le quand tu seras seul. De retour dans ma chambre d'hôtel ce soir-là, j'ai ouvert l'enveloppe, les mains tremblantes. À l'intérieur se trouvait une lettre manuscrite de 4 pages exprimant des regrets, des souvenirs et des espoirs pour notre future relation. Le dernier paragraphe m'a le plus touché,
je ne peux pas effacer les années où j'ai manqué de te voir, Caleb, mais je promets de te voir vraiment maintenant, l'homme remarquable, talentueux et compatissant que tu es devenu, malgré plutôt que grâce à ton éducation. Ton grand-père Thomas serait si fier de toi. Je sais que je le suis. De retour à Seattle, j'ai partagé la lettre avec Maya alors que nous regardions le coucher de soleil depuis mon balcon. Ce n'est pas une fin de conte de fées, ai-je reconnu. Papa a toujours du mal à reconnaître son rôle dans tout ça. Certaines blessures ne guériront peut-être jamais complètement. Mais il se passe quelque chose de réel qui n'était pas possible avant. Tu as créé cette possibilité, a dit Maya en me serrant la main. En fixant des limites au lieu de couper les ponts. Ou peut-être que le cancer l'a créé en forçant les priorités à se recentrer, ai-je suggéré. Quoi qu'il en soit, tu as trouvé une voie qui honore à la fois la compassion et l'autoprotection. C'est une sagesse que la plupart des gens n'atteignent jamais. À l'approche de mon 33e anniversaire, les leçons de l'année écoulée continuent de résonner. Les relations familiales restent complexes et imparfaites. Mon père participe très peu à notre processus de réconciliation. Ma mère appelle chaque semaine, sincèrement intéressée par ma vie et mon travail. Heather et moi nous envoyons régulièrement des textos, reconstruisant une relation fraternelle que nous n'avions jamais vraiment eue auparavant. Plus important encore, j'ai appris que le pardon n'exige pas d'oublier ou d'effacer les limites. Il est possible d'offrir de la compassion tout en se protégeant de nouvelles blessures. L'enfant désespéré d'approbation parentale est devenu un homme capable d'offrir un amour conditionnel tout en priorisant son propre bien-être. Debout dans mon studio de Seattle, regardant un mur de photographies documentant mon parcours, j'ai réalisé que l'enfant invisible avait enfin appris à se voir lui-même, sa valeur, ses talents, sa capacité de résilience. Et en se voyant clairement, il est devenu capable de voir vraiment les autres. C'est peut-être la leçon la plus précieuse de toutes. Avez-vous déjà dû fixer des limites avec des membres de votre famille qui vous ont blessé? Comment avez-vous équilibré la compassion et l'autoprotection? Partagez vos expériences dans les commentaires ci-dessous. Si cette histoire a résonné en vous, n'hésitez pas à aimer et à vous abonner pour entendre d'autres parcours de vie réels. N'oubliez pas, parfois la famille que l'on se construit est plus importante que celle dans laquelle on est né. Merci de votre écoute, et puissiez-vous trouver le courage d'honorer à la fois la capacité de votre cœur à aimer et le besoin de respect de votre esprit.